Alors, voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, cet atelier concerne la gastrite chez l'enfant. Et on doit avoir un raisonnement pratique quand il s'agit réellement d'une gastrite. La problématique qui se pose pour les gastrites, pour la gastrite, c'est que d'abord, notre raisonnement devant des épigastralgies, souvent une gastrite. Un médecin, un pédiatre, quand il est devant un enfant qui présente des épigastralgies, le premier diagnostic qui vient en tête, c'est peut-être une gastrite. D'accord ? Deuxièmement, et quand il s'agit d'une gastrite, on a le premier diagnostic qui nous vient en tête, c'est peut-être une gastrite à Helicobacter pylori. D'accord ? Et troisièmement, puisque le médecin a peu de moyens pour aller diagnostiquer cette pathologie, qu'est-ce qu'il fait ? Et pour lui, c'est facile de donner un traitement, une trithérapie, amoxicilline, flagelle, métronidate, plutôt IPP, et le problème est résolu. Et quatrièmement, puisque dans tout ça, on n'a pas encore fait notre diagnostic précis, vous allez avoir un problème d'antibiorésistance. Deuxièmement, vous avez une altération de la flore du microbiote intestinal. Et troisièmement, on a souvent les IPP, les effets secondaires qui sont méconnus quand ils sont utilisés à tort et à travers. D'accord ? Ça, c'est la problématique de cette pathologie. J'ai préparé un petit test. Premièrement, c'est un quiz parmi, regardez, c'est des demandes ça, parce que moi je fais de l'endoscopie, je reçois des demandes comme ça. C'est pour ça que j'ai formulé, c'est pour vous situer un petit peu. Parmi les demandes d'endoscopie par exemple, ou ci-dessous, à la recherche d'une infection à Helicobacter pylori, quelle proposition vous semble adéquate ? Premièrement, devant une sérologie à Helicobacter pylori positif dans le bilan. On a fait un bilan, on a retrouvé une sérologie positive, on demande une endoscopie digestive. Deuxièmement, parce que l'enfant présente des douleurs abdominales récurrentes, épigastriques. D'accord ? Troisièmement, parce que c'est l'enfant qui vomit de façon récidivante chronique. Quatrièmement, parce que le frère a présenté une gastrite à Helicobacter pylori, les parents sont inquiets pour notre garçon, ils veulent faire une endoscopie et rechercher un Helicobacter pylori et le traiter parce qu'ils ont une idée comme quoi l'Helicobacter, s'il n'est pas traité, c'est l'atrophie, cancer, etc., etc. D'accord ? Ça, c'est une demande. Et enfin, excusez-moi parce que je vous ai... vous voyez très bien. Alors, une trithérapie à base d'amoxicilline, oméprazole, métronidazole a été prescrite pour des douleurs abdominales récurrentes sans succès. Alors, il va falloir demander une endoscopie et rechercher l'Helicobacter pylori. Alors, quelle demande vous semble logique ? 2. Vous avez dit 2. Devant une douleur abdominale récurrente. 3. C'est-à-dire devant des vomissements chroniques. Oui, autre demande. La quatrième, c'est ça. Le frère a présenté une gastrite à HP. Les parents sont inquiets pour notre garçon et il va falloir faire une endoscopie pour rechercher l'Helicobacter. Non. S'il n'a pas de symptomatologie, ce n'est pas la peine de faire une endoscopie. Très bien. Alors la réponse, regardez la réponse.
toutes les propositions, on ne demande jamais une endoscopie parce qu'il y a une sérologie positive uniquement, d'accord? Une douleur abdominale récurrente, on va voir dans les slides suivantes pourquoi, devant des vomissements chroniques, par rapport à l'infection Helicobacter pylori. Hein. D'accord? C'est-à-dire par rapport à l'endoscopie, parce qu'on est obligé de faire une endoscopie pour rechercher. D'accord? Ça, c'est les demandes. Oui, ça, c'est les demandes d'endoscopie. Bilan, parce que sérologie positive, parce qu'une douleur abdominale récurrente, il faut faire une endoscopie à la recherche d'une infection. C'est faux. Parce que c'est un enfant qui vomit, il a des vomissements chroniques, on demande une endoscopie, c'est faux. Le frère a présenté une gastrite à HP, les parents sont inquiets pour l'autre garçon, on demande une endoscopie, c'est faux. Et enfin, parce que le traitement n'a pas été efficace, on est obligé de vérifier encore par l'endoscopie, c'est faux. D'accord? Toutes les propositions. Et ça, c'est des demandes d'endoscopie. Hein. D'accord? Tout ça, c'est faux. C'est demander l'endoscopie en premier lieu, on parle de ça. Oui. Il y a d'autres diagnostics pour passer là l'endoscopie. Oui, oui, justement. Alors, je passe. Voici la recommandation de la Société européenne d'hépatogastro-nutrition pédiatrique et de la Société nord-américaine d'hépatogastro-nutrition pédiatrique. Le but principal de l'investigation clinique des symptômes gastro-intestinaux est de déterminer la cause des symptômes et non de rechercher uniquement l'Helicobacter pylori. D'accord? Si on a une douleur abdominale récurrente ou là on a des vomissements, il ne faut pas uniquement rechercher l'Helicobacter pylori, il faut justement rechercher d'autres causes qui donnent ces pathologies. C'est le but de l'investigation. Il ne faut pas être cadré uniquement sur l'Helicobacter pylori. D'accord? Ça, c'est la recommandation. Alors, deuxièmement, l'objectif de cet atelier, maintenant, premièrement, de savoir orienter un résultat de biopsie de l'estomac. Deuxièmement, connaître les différents diagnostics différentiels de la gastrite. Troisièmement, bien sûr, insister sur la gastrite HP parce que c'est la plus fréquente. Troisièmement, connaître les dernières recommandations de la NASPGHAN vis-à-vis de la gastrite AHP. Comment traiter, qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas donner, etc. Alors, premièrement, l'objectif. La gastrite, c'est un diagnostic histologique. Ce n'est pas un diagnostic clinique. C'est un diagnostic, ça veut dire, cela suppose qu'on doit donc faire des biopsies, faire une endoscopie, faire des prélèvements de l'estomac et un résultat à la patte qui va nous dire exactement qu'il s'agit d'une gastrite. Ça, c'est le diagnostic positif. Et non pas dire, par exemple, oui, il a une gastrite parce qu'il a des douleurs abdominales, parce que c'est récurrent, parce qu'il a vomi. Donc, on peut lui donner un traitement et le problème est résolu. OK? Donc, même si on fait une endoscopie, on retrouve une gastrite, on ne dit pas qu'il Voilà. c'est une gastrite. Voilà, très bien, c'est une très bonne question. Alors, les endoscopistes, parce que c'est un diagnostic d'abord macroscopique. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, qu'il y a une hémorragie, il y a des ulcérations, il y a par exemple une hypertrophie des plis, il y a par exemple des érosions, il y a par exemple des nodules. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a, on va dire à l'anatomopathologique, je vous envoie ces prélèvements d'un enfant par exemple qui présente une gastrite hémorragique ou une gastrite nodulaire ou une gastrite, mais le diagnostic de certitude reste l'examen à la patte. Si l'anatomopathologie ne nous donne pas le diagnostic selon la classification de Sidney, ce n'est pas une gastrite. Il peut vous contrarier et dire, écoutez,
il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une gastropathie. Ce n'est pas une gastrite. OK? C'est très important. Alors, gastrite, d'abord, biopsie. Indispensable. 5 biopsies, 2 au niveau de l'antre, 2 au niveau du corps et 1 au niveau du fundus, c'est-à-dire la partie haute. On a fait les biopsies et on a envoyé le résultat à l'anatopathologiste qui va parler de la muqueuse, de la sous-muqueuse. Il va nous dire un mot sur la musculeuse et la séreuse pour identifier réellement qu'il s'agit d'une gastrite. Alors, la gastrite, elle est d'abord active. Il va nous dire d'abord active ou non active. Active, cela suppose qu'il y a un infiltrat de polynucléaires neutrophiles ou de polynucléaires éosinophiles. Je vous donne ça, c'est pour même nous, quand on reçoit un résultat d'un anatomopathologiste, on peut le critiquer. On peut dire non, ce n'est pas une gastrite, parce qu'il ne nous a pas donné l'infiltrat de polynucléaires neutrophiles. Il ne nous a pas donné, par exemple, un infiltrat de polynucléaires éosinophiles. D'accord? Pour dire qu'il s'agit d'une gastrite active, ça veut dire elle est là, elle continue, donc l'agression de la muqueuse, elle est toujours présente, c'est les polynucléaires neutrophiles ou bien c'est les polynucléaires éosinophiles. D'accord? Deuxièmement, il va nous dire non, c'est une gastrite non active. Non active, ça veut dire qu'il n'y a aucun polynucléaire neutrophile. Nous avons peut-être uniquement des plasmocytes au niveau de la muqueuse gastrique. Troisièmement, il va nous dire c'est une gastrite superficielle. Cela suppose que l'agression de la muqueuse, elle est superficielle, il n'y a pas de destruction de la muqueuse de l'estomac. D'accord? L'épithélium glandulaire, il est intact. D'accord? Et enfin, pas enfin, c'est-à-dire avant c'est des éléments de la classification. Il va nous dire gastrite atrophique. Atrophique, ça veut dire qu'il y a une dégradation, une agression de la muqueuse de l'estomac. Ça, c'est normal. Ça, c'est une agression minime. Ça, c'est une agression modérée. Et ça, c'est une agression marquée. Au niveau de l'antre, de même qu'au niveau du corps, c'est la même classification. Ça, c'est important à connaître. Et il va nous dire présence de follicules lymphoïdes. Et regardez par exemple au cours d'une gastrite nodulaire, on a ces éléments, et ces éléments-là, c'est des nodules, c'est des follicules lymphoïdes. D'accord? Un état inflammatoire persistant de la muqueuse gastrique, par stimulation du système lymphoïde, nous avons une hyperplasie lymphoïde nodulaire. La gastrite nodulaire, au niveau, sur le plan histologique, c'est des follicules lymphoïdes. D'accord? Il va nous dire il existe une métaplasie intestinale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épithélium glandulaire gastrique a été changé par un épithélium de type intestinal. D'accord? Transformation du tissu et donc de ces cellules en un autre tissu. La muqueuse gastrique se transforme en muqueuse intestinale. On parle de métaplasie intestinale. Les étapes, c'est ça. D'accord? Gastrite active, non active, atrophique, non atrophique, métaplasie. Après la métaplasie, vous devinez la suite, ça veut dire vous allez avoir de la dysplasie. Et la dysplasie, vous êtes donc en stade précancéreux. D'accord? Maintenant, quelle est l'origine de cette gastrite? L'origine, d'abord, on discute les causes infectieuses. Il peut s'agir d'un Helicobacter pylori. Donc, c'est le NAPAT qui va nous dire oui, j'ai vu des bacilles en virgule et c'est une gastrite à Helicobacter pylori. Et il va nous dire c'est un Helicobacter Elmani. Elmani, nous, on n'a pas l'habitude, mais ailleurs,
ils ont l'habitude de trouver l'hélicobactère. C'est kiff-kiff. Sauf que ça, c'est une zoonose, c'est-à-dire que ça se transmet à partir des animaux, chats, chiens, etc. Le diagnostic, tout ce qui est sérologie, PCR, etc., c'est faux. C'est beaucoup plus l'anapathe, elle va voir le bacille, il va nous dire oui, c'est un bacille de l'hélicobactère elmani. Ça peut être une CMV, c'est omégalovirose, ça peut être un FS, un candida, un histoplasme, ou bien un parasite, un isakiase, c'est une zone. D'accord? Pour les gens qui consomment les poissons crus. Deuxièmement, Le CMV, oui. c'est l'anapathe. Alors, pour CMV, d'abord, on va voir un slide qui va venir. D'abord, l'endoscopiste, il soupçonne. Il va dire, c'est une gastrite à gros plis, hypertrophiée, avec un état inflammatoire. Il va, avec peut-être une immunodépression chez l'enfant, il va soupçonner le diagnostic. Mais c'est l'anapathe qui va dire d'abord. Et deuxièmement, vous avez la sérologie, les IgM, et vous avez la PCR. D'accord? Alors, deuxièmement, l'anatomopathologiste, il va parler d'un granulome, gastrite granulomateuse. Alors, il n'y a pas 1000 diagnostics, il y a 4 diagnostics dans la gastrite granulomateuse. Ça peut être une sarcoïdose, c'est un granulome à histiocyte sans nécrose. Ça peut être une tuberculose, c'est la nécrose, c'est le caséum. Ça peut être une maladie de Crohn au niveau de l'estomac, c'est le granulome épithéloïde, et ça peut être une histiocytose, et il va nous dire c'est un granulome histiocytaire d'une maladie d'une histiocytose. D'accord? Ça c'est l'origine granulomateuse. Ça peut être une gastrite immuno-allergique. Eosinophile, on va parler. Allergique, on va parler. Ça peut être une maladie cœliaque. Une maladie cœliaque qui donne une gastrite. D'accord? On n'a pas l'habitude de... Ça ne marche pas. Dommage. Ici, je ne sais pas s'il fonctionne. Je ne sais pas. Celle-là, c'est juste le pointeur, si c'est possible. Parce qu'il y a les piles ici qui sont défaillants. Ça ne marche pas. Ah, oui, après une seconde. Très bien, très bien. Donc ça peut être une origine à une gastrite eosinophile, une gastrite allergique, une maladie cœliaque, ou ça peut être un purpura rhumatoïde. Même nous, endoscopistes, quand on voit les lésions, on peut déjà soupçonner le purpura rhumatoïde avant l'apparition des lésions du purpura pétéchien. D'accord? Ok? Alors, je passe. Ah, ça passe pas. Très bien. Dommage. Alors, ça peut être une gastrite médicamenteuse. J'essaie de vérifier la pile à l'intérieur ici. Ça peut être une gastrite médicamenteuse. Donc, c'est l'interrogatoire. Il a pris des AINS. Il est sous des paquines. Une chimiothérapie, une corticoïde. Ça, c'est facile. À l'interrogatoire, on peut soupçonner ça. D'accord? Et autre diagnostic, ça peut être une hypersécrétion chlorhydrique, et vous voyez que le Zollinger il d'accord, une petite tumeur qui sécrète de la gastrine, une mastocytose, un infiltrat de mastocyte, une mucoviscidose, une hypersécrétion des cellules G de l'estomac, une hyperparathyroïdie, une insuffisance rénale et un grêle Crohn. Tout ça peut donner une gastrite, d'accord? Donc la liste est longue. Ce n'est pas uniquement l'hélicobactère pylori. Le stress aussi peut donner une gastrite chez le polytraumatisé.
quand l'enfant est en réanimation, et devant une cirrhose. D'accord? Chez le nouveau-né aussi. Exactement. Voici, par exemple, une gastrite à CMV. D'accord? Vous avez des douleurs abdominales, des vomissements, un œdème. Pourquoi il y a de l'œdème, de l'exsudation? C'est comme une entéropathie exudative. Il y a une perte gastrique de protéines. Automatiquement, on a une hypoprotidémie avec hypoalbuminémie et on a ce qu'on appelle des œdèmes. Des gastrites à gros plis, c'est caractéristique de l'atteinte CMV. Surtout si on est en face d'un enfant en immunodépression. Le diagnostic, on a parlé, PCR, IgM, ça regresse d'elle-même chez l'immunocompétent, sauf peut-être qu'on prend les complications en considération en perfusion d'albumine, et l'immunodéprimé, on peut lui proposer donc un antiviral. D'accord? Deuxièmement, vous avez une gastrite. Aux AINS, c'est l'interrogatoire. C'est facile, l'interrogatoire, et quand on rentre, c'est une gastrite pétéchiale comme ça, c'est le médicament. Une gastrite caustique, c'est l'interrogatoire et les parents qui ramènent avec eux le produit. C'est une gastrite caustique. Donc, endoscopiquement, on la classe selon la classification de Zagar. D'accord? La gastrite du stress, ça peut être des érosions, des ulcérations, une hémorragie. Parfois, ça passe asymptomatique. Le traitement, c'est les IPP, bien sûr, uniquement. Le reflux duodénogastrique, il peut donner une gastrite. Parce qu'il y a de la bile, au lieu qu'elle descend en bas, elle remonte en haut, au niveau de l'estomac. D'accord? Moi, j'ai vu un cas comme ça. En endoscopie, je retrouve le lac muqueux. Le lac muqueux verdâtre. D'accord? Donc, j'ai tout de suite compris que la bile refluait vers l'estomac. Mais pourquoi ça refluait? C'est peut-être un blocage, une occlusion, un problème en bas. Et finalement, au scanner abdominal, c'était un mésentère commun incomplet. D'accord? Une rotation, d'accord? C'est comme un genre de volvulus, et il a été opéré ici, à Aurore, à l'hôpital Canastri. D'accord? Il est de Béchar. Alors, reflux duodénogastrique, trouble de la motricité peut-être, post-chirurgical parce qu'on a touché au niveau du duodénum, post-papille, ou bien il y a une pathologie biliaire. Le reflux, il est acide et alcalin en même temps. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une agression aussi bien sur l'estomac que sur l'œsophage, avec un risque d'endobrachiosophage. Et là, la patte, elle va nous dire qu'il y a une hyperplasie des cryptes, qu'il y a un œdème muqueux, et que le traitement, regardez, le traitement, c'est peut-être pas les IPP, c'est beaucoup plus les prokinétiques, parce qu'on essaie d'améliorer la vidange, et non pas donc tamponner. Ok? On peut avoir un reflux bilieux sans obstacle. On peut avoir un reflux bilieux sans obstacle. Bien sûr, c'est par exemple un trouble de la motricité. La gastrite, ou bien la gastroentérite, à polynucléaire et eosinophile, vous avez ce critère. Alors, au niveau de l'œsophage, c'est 15, plus de 15 polynucléaires et eosinophiles par champ. Au niveau de l'estomac, c'est 30. Plus de 30 polynucléaires et eosinophiles par champ, à fort grossissement 400. Et vous avez, bien sûr, une allergie alimentaire. Les plus fréquents, c'est le lait, le blé, le soja, l'œuf, crustacés, poissons, noisettes. Terrain atopique, bien sûr. La clinique, regardez, quand il y a l'atteinte, c'est en fonction de l'atteinte. Si l'atteinte, elle est au niveau de la muqueuse, c'est des pertes, l'entéropathie exudative. Si l'atteinte, elle est musculeuse, c'est l'occlusion. Si l'atteinte, elle est sous-séreuse, c'est l'acide. D'accord? Le tableau clinique diffère. Et le traitement, bien sûr, c'est les corticoïdes. C'est pas comme l'œsophage. Pardon?
justement, d'abord, bon, vous êtes en face d'un tableau sévère. D'accord, il faut, par exemple, vous avez une acide, vous avez par exemple une entéropathie oxydative. Le traitement pour améliorer l'enfant, c'est la corticothérapie. Deuxièmement, il y a des gens qui proposent une éviction de tous les aliments que je viens de citer et d'introduire progressivement un après l'autre et essayer de voir à quel aliment l'enfant est allergique. Ok? D'accord? Alors, on arrive à la fameuse gastrite à Helicobacter pylori et j'ai préparé un petit quiz aussi. L'infection à Helicobacter pylori dans les pays en voie de développement, comme le nôtre, on est toujours en voie de développement, on ne s'est jamais développé depuis l'indépendance. Helicobacter dans les pays en voie de développement, elle est acquise dès la petite enfance. Ça veut dire dès que l'enfant il a quelques mois ou quelques années, 2-3 ans, il commence à avoir son infection à Helicobacter pylori. Deuxième proposition, dans les pays développés, ils sont toujours développés, ils ont été toujours développés, ils ne sont pas passés par la voie de développement, ils sont directement développés. Ils sont nés développés. Dans les pays développés, l'infection à Helicobacter pylori augmente avec l'âge. Moins d'enfants atteints en bas âge. Deuxième proposition. Troisième proposition, la gastrite à Helicobacter pylori, la prévalence TAHA, en moyenne, elle est de 20% dans les pays développés et 60% dans les pays en voie de développement. Ou 40%, 65%, ou 30%, 80%. Quatrième proposition, la transmission, elle est fécale et orale, ou là, elle est orale-orale. Qu'est-ce que vous en pensez? La transmission orale-orale. Elle n'est pas fécale-orale. Orale-orale. Deuxièmement, quelle est la proposition juste ici? Est-ce que l'infection elle est acquise en bas âge ou quand l'enfant grandit, c'est-à-dire adolescent et il devient adulte? Hein? On peut l'avoir en bas âge. Très bien. Donc ça veut dire, on l'a vu. Donc ça veut dire la proposition, elle est dès la petite enfance, elle est correcte. Ou là, dans les pays développement, les pays développés, là, c'est moins d'enfants atteints en bas âge, oui ou non? Oui. Dans la littérature, ils sont plus. Voilà. L'hygiène, trop d'hygiène. La prévalence, regardez, la prévalence. Vous avez une idée sur la prévalence? 20%, 40%, 60% en voie de développement, ou là 40, 65, ou là 30, 80. Ça, c'est un quiz d'épidémiologie. L'épidémiologie de l'infection à Helicobacter pylori. Je passe pour vous donner les résultats. Voilà. Alors, l'infection, oui, dès la petite enfance, dans les pays comme le nôtre, moins d'infections en bas âge dans les pays européens. Regardez la prévalence. Les pays développés, 30, les pays en voie de développement, 80%. C'est important. La transmission, elle peut être aussi fécale, orale et orale. D'accord? C'est la promiscuité, c'est l'eau qui n'est pas potable, c'est les conditions de vie. Le papa, il est atteint, il transmet à la maman, elle est atteinte, elle transmet à son fils. Donc, ça s'explique. D'accord? Vous n'avez pas l'eau potable surtout en dehors des villes.
La promiscuité, les écoles, les crèches, etc. Tout ça fait que l'infection, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très importante et elle touche le bas âge. D'accord? Le bas âge. Alors, l'épidémiologie, l'être humain, c'est le seul réservoir connu, c'est l'estomac. La transmission orale-orale, fécale-orale, gastro-orale par le matériel, d'endoscopie surtout. D'accord? Si on ne stérilise pas l'endoscope, si on ne respecte pas le protocole de la désinfection et la stérilisation, on risque de transmettre l'hélicobactère d'un malade à l'autre. Et enfin, l'infection, elle est active dans l'enfance, bien sûr. Voici un schéma de l'hélicobacter. Qu'est-ce qu'il peut donner? Pardon? Moi, ils m'entendent bien. Ah, vous l'utilisez? Ah, très bien. Très bien. Oui? Ah, vous avez besoin de ça. Très bien. Alors, regardez. L'infection, elle peut donner, on a parlé de la gastrite aiguë chronique, elle peut donner une atrophie, un cancer dans 1% des cas, un ulcère bien sûr, un ulcère gastrique dans 10%, et le fameux lymphome de Malte. D'accord? Dans moins de 1%, on peut avoir le lymphome de Malte. Voici un malade qui a des ulcérations au niveau de... C'est-à-dire, ça c'est juste en post-bulbaire, on veut aller vers c'est-à-dire le duodénum. Vous voyez un peu l'aspect de l'intestin. Il a ces ulcérations, d'accord? Ulcérations superficielles, mais quand même, ils sont multiples. C'est un ulcère, disons, bulbo-duodénal, comme ça. Ok? Il y a un ulcère aussi au niveau du bulbe, d'accord? Il est centimétrique, isolé, superficiel. On voit ce blanc, il n'est pas trop profond, ok? C'est un ulcère. Et voici un schéma de ce que c'est une érosion. Ulcération, ça veut dire déjà, ça creuse. Vous avez à l'endoscopie un blanc comme ça. Une érosion, non. Une érosion, c'est comme une rougeur et ça peut saigner et on n'a pas le blanc. Dès qu'on est dans le blanc, ça veut dire qu'il y a un début de creux, ça creuse. Et le creux, ça peut être superficiel, ça peut être moyen, ça peut être profond et ça peut perforer. C'est ça l'ulcère. D'accord? Ulcère aussi. Ça, on a parlé hier, c'est une gastrite gastrite, comment? Nodulaire. Très bien. Gastrite nodulaire. Alors, on a une gastrite comme ça, une gastrite nodulaire. On peut dire dans le compte rendu qu'il s'agit, en conclusion, d'une gastrite nodulaire a priori HP. A priori HP. C'est-à-dire on soupçonne, parce que dans 95%, c'est un hélicobacter pylori. D'accord? Et c'est à la napa de nous dire oui, il s'agit d'un hélicobacter pylori. Là aussi, c'est le même aspect. Regardez. Et ça, c'est quoi quand les nodules? C'est une hyperplasie nodulaire lymphoïde. D'accord? C'est des follicules lymphoïdes. Et vous allez voir dans le compte rendu, il va parler des agrégats lymphoïdes. Alors, le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori repose sur l'histologie ou bien sur la culture positive, histologie positive ou culture positive. Ou là, le diagnostic repose sur l'histologie positive plus un test rapide, par exemple l'uréase ou PCR, ou bien une culture positive plus un test rapide positif, ou bien une sérologie positive plus un test respiratoire positif, ou bien une sérologie positive, un test respiratoire positif, un antigène positif dans les selles. À vous de choisir.
parce que si le critère de l'infection, c'est pour ça que je vous ai dit au départ que c'est pas facile de. Une sérologie positive, ça veut rien dire. D'accord? Ok? Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est la proposition la plus juste? D'accord? La première. La première, ça veut dire vous avez une histologie positive ou une culture positive. Donc, vous êtes dans le diagnostic de la gastrite à Helicobacter pylori. Ou là, vous avez une histologie positive, plus un test rapide positif. Un test rapide positif, quand on enlève le prélèvement, on fait soit une PCR sur le prélèvement, ou bien on fait un test à l'uréase. L'uréase, d'accord, c'est rapide, hein, d'accord. Il peut nous dire rapidement que le test à l'uréase est positif parce que l'hélicobacter consomme l'urée, d'accord. Ou là, troisième proposition, culture positive plus test rapide positif. Ou là, une sérologie positive plus un test respiratoire positif. Enfin, une sérologie positive, prélèvement de sang, un test respiratoire positif, c'est le test respiratoire, un antigène dans les selles positives. Vous voyez la proposition juste? La deuxième. On a la première. Mohamed, c'est la première. Alors, on va voir les résultats. Regardez quand vous dites histologie positive, wahada, ou la culture positive, wahada, c'est peu et c'est pas les recommandations. D'accord? Il faut une histologie positive qui m'a dit, plus un test rapide, uréase ou PCR, pour dire que l'infection, elle est authentique. C'est une gastrite à Helicobacter pylori. Ou là, deuxième possibilité, une culture positive, plus le test rapide positif. Ça, sérologie positive, plus test respiratoire, ça n'a pas de sens. Sérologie positive, test respiratoire positif, antigène positif, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Je vous donne les recommandations. Pardon? La culture. La culture plus test rapide. Ne se fait pas, justement. Oui, ne se fait pas. Oui, ne se fait pas. Voilà. Alors, je fais les recommandations de l'ESFGAN. Le diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori doit être basé sur soit une culture positive ou une histologie positive associée à au moins un autre test positif. Le test positif, l'autre test, c'est soit le test à l'uréase ou là, c'est la PCR. D'accord? Donc, culture bactérienne positive, examen histologique selon la classification de Sydney et un autre test, par exemple, l'uréase rapide. Voici une histologie d'un estomac et vous voyez ce bacille en virgule, comme ça, ici. Là, l'anatomopathologique, il voit ça. Hein. Il voit ça, il va nous dire, oui, il y a un HP, il va compter, il va nous dire, j'ai trouvé 5 par champ, 10 par champ, 20 par champ. D'accord? Un cas clinique. Vous avez MA, il a 6 ans, il a un retard staturo-pondéral, où il fait un ballonnement abdominal, il a une glossite. D'accord? Une sérologie cœliaque, 55 unités par millilitre, donc c'est moins. Les anticorps antitransglutaminase de type GA, moins de 10 fois la normale. Donc devant ce chiffre, parce que les indications d'une biopsie, si vous avez moins de 10 fois, d'accord, on fait l'endoscopie. On a fait une endoscopie, on a retrouvé une muqueuse plate. Et la biopsie, c'est un marche 3A avec un taux de lymphocytes intraépithélial 40%. Donc ça veut dire c'est une maladie cœliaque. Mais au passage vers le duodénum, parce qu'on doit vérifier
les biopsies se font au niveau du duodénum, on retrouve un aspect érythémateux de l'estomac. Hein, en passant vers le duodénum, donc on est obligé de passer par l'estomac, on a retrouvé un aspect érythémateux de l'estomac. Donc, puisqu'on a fait les biopsies duodénales, on complète, on fait des biopsies gastriques, et l'anapathe, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez un taux d'hélicobacter 10 par champ. Conduite à tenir. Aïe. Bon, maladie cœliaque, c'est bon. D'accord? C'est quoi? Ça veut dire régime, tac, 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 etc. Mais pour ces 10 champs, on retrouve une gastrite à HP. Est-ce qu'il faut traiter ou pas? Cet enfant n'a pas de douleur abdominale, n'a pas de vomissement. Il a juste un ballonnement abdominal, un retardation pondérale. On n'a même pas pensé qu'il a un problème de l'estomac. D'accord? Mais c'est une découverte fortuite. Compléter par un test sérologique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Compléter par un test Un test sérologique. sérologique. Pas voir l'anapathe, Hein? lire l'anapathe, à part le taux d'HPA10. Eh, Pas lire l'anapathe. Pardon? L'anapathe en faveur. L'anapathe, l'anapathe, il nous a dit gastrite à Helicobacter pylori avec un taux d'HP 10 par champ. Au niveau de l'estomac, hein? Gastrite active. Active. Le compte rendu. Justement, j'ai pas le compte rendu, mais c'est beaucoup plus par rapport à ce taux d'HP par rapport à 10 par champ. Ça veut dire qu'il a retrouvé des bacilles. La question, est-ce qu'il faut traiter cette gastrite avec, en même temps qu'un régime sans gluten, ou bien il faut le laisser tranquille et traiter uniquement, prendre en charge la maladie cœliaque? Alors, la réponse. Les recommande toujours, quand on trouve des choses comme ça, il faut rejoindre les recommandations. Si l'infection à Helicobacter pylori est retrouvée accidentellement, comme c'est le cas, au cours d'une gastroscopie, comme c'est le cas, un traitement pourrait être considéré, ça, après avoir discuté avec le patient ou les parents des risques et les bénéfices. Quels sont les risques et les bénéfices? Expliquer que l'Helicobacter pylori n'est pas responsable des symptômes, parce que c'est aux parents de décider. Deuxièmement, qu'il y a un risque d'échec de traitement. Même si on traite, il y a un risque d'échec de traitement. Et qu'il y a une antibiorésistance chez cet enfant si on utilise le traitement. Et qu'il y a des effets secondaires des médicaments et que le risque potentiel plus tard, c'est le cancer gastrique, c'est la maladie peptique, etc. Si les parents sont tout à fait conscients de cette situation, il faut traiter. Si on vous dit non, c'est pas la peine il faut s'abstenir, il ne faut pas traiter. D'accord? Ça, on ne fait qu'appliquer les recommandations de l'Esgan, d'accord, paru dans le GPGN de 2017. Mais souvent les parents vont vous dire on vous laisse à vous de décider. La décision. Ils vont laisser la décision au médecin. C'est vrai dans pas mal de situations, c'est le médecin. Alors si on nous laisse le choix, qu'est-ce que vous allez faire vous? Tu ne vas pas traiter. Moi aussi je ne vais pas traiter. Je ne vais pas traiter parce qu'il n'a pas de symptômes digestifs. Parce que la gastrite à Helicobacter pylori, elle a ses symptômes, elle a ses signes d'appel. Parmi les signes d'appel, d'abord la douleur, les gastralgies. D'accord? Il n'a pas de gastralgie cet enfant. D'accord? Il se peut que c'est un porteur sain. Parce qu'on peut avoir des porteurs sains de l'hélicobacter sans. D'accord? Alors, deuxième cas clinique, autre cas clinique, vous avez DI, Imad Hada, il a 8 ans, il a des épigastralgies chroniques avec réveil nocturne répété. Il a des vomissements,
le père ulcère bulbaire traité avant. L'enfant, il est bien, mais les parents nous disent qu'il stagne. Il stagne d'après les parents. On a fait fibroscopie, comme il ne faut plus parler de fibro, c'est endoscopie, œsogastrique, le 7 ans 2020. Je vous ai montré cette image hier. C'est quoi? Un ulcère. D'accord. Bulbaire. D'accord. Il est centimétrique. Il est grand quand même. Ok. Il a l'allure d'être. Il n'est pas profond, mais il est quand même large. C'est un ulcère large. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recherche l'Helicobacter pylori. Ça, c'est la même image. Ulcère peptique large à fond blanchâtre, la face postérieure du bulbe. Il y est, c'est pas une. Alors, au niveau de l'antre, vous avez un aspect érythémateux, diffus. On a fait le prélèvement au niveau de l'estomac. Voici les recommandations. Infection à Helicobacter pylori doit être recherchée en présence d'un ulcère gastrique ou duodénal. Si l'infection à Helicobacter est identifiée, un traitement doit être prescrit et l'éradication doit être confirmée. Donc les biopsies obligatoires, nombre de 6, nous on fait 5, parce qu'eux ils font en plus ce qu'on appelle l'antibiogramme, d'accord? IPP 4 à 6 semaines, et on contrôle l'éradication de l'Helicobacter obligatoire après 6 semaines d'arrêt du traitement des antibiotiques et 2 semaines après l'arrêt des IPP. Si l'enfant est toujours sous traitement, on n'est pas en droit de rechercher, c'est-à-dire de l'éradication. D'accord? Le contrôle de l'éradication. Alors, les guidelines par rapport aux IPP, 14 jours pour l'infection à Helicobacter pylori, 6 semaines dans l'ulcère, on peut aller dans des doses plus élevées, jusqu'à 2,5 mg par kilo de poids, en cas où, chez les jeunes enfants. D'accord? Pour les IPP. Par contre, attention, les IPP ont peut-être des effets secondaires. Regardez cette étude sur 190 enfants, 4 à 6 mois, 36 mois suivis 4 mois, augmentation significative de la gastroentérite et les pneumonies. Donc, les IPP ont des effets secondaires au niveau par rapport à la gastroentérite et par rapport aux infections respiratoires. Là aussi, vous avez des effets à long terme, ça modifie la flore, ça augmente les infections respiratoires intestinales, le taux de gastrine augmente, les tumeurs carcinoïdes, on peut avoir des polypes, de l'atrophie et on va avoir des troubles de l'absorption du fer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Un autre cas clinique, vous avez Moussaddaq Ayoub, il a 9 ans, 30 kg, 143, donc eutrophique, bien, poids, taille. Il fait des douleurs abdominales récurrentes, parfois épigastriques, depuis 12 mois. Pas de retentissement, pas de trouble transit, pas de dyspepsie, l'échographie abdominale, rien. Et l'endoscopie a été faite, un examen normal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le diagnostic là? D'accord? Normal. Il n'y a rien. Quand l'examen endoscopique, ça veut dire avec biopsie normale. C'est quoi ça? De rechercher d'autres causes. C'est quoi? C'est quoi? L'échographie elle est normale ou l'endoscopie elle est normale? Trouble digestif fonctionnel. Très bien. Donc, on n'a rien retrouvé. L'endoscopie elle est normale, l'échographie elle est normale. Cela suppose que les biopsies aussi est normale puisque l'endoscopie il n'y a rien. Il est eutrophique. La croissance stéroïde est bonne. Il n'y a pas de retentissement, pas de trouble transit, pas de dyspepsie. C'est quoi? C'est un trouble fonctionnel intestinal. Il faut connaître ces pathologies. D'accord? Voici le compte rendu de cet enfant. Flacon 1,
Duodénite légère non spécifique, ça veut dire qu'il n'y a rien. Flacon 2, léger remaniement inflammatoire, ça fait rien. On ne retrouve pas d'Helicobacter pylori, pas de métaplasie, pas de dysplasie, néoplasie, pas de néoplasie. Dans les limites, cela suppose que cette endoscopie est tout à fait normale. La recherche du diagnostic de l'infection à Helicobacter pylori chez l'enfant présentant une douleur abdominale fonctionnelle n'est pas recommandée. Au départ, il ne fallait pas faire vers l'endoscopie. D'accord? Parce que à l'interrogatoire, c'est un trouble fonctionnel intestinal. Voici, inutile de demander une sérologie HP, antigène HP dans les selles devant des douleurs abdominales d'allure fonctionnelle. Voici les critères RAM4 d'une douleur abdominale fonctionnelle. Voici les critères, c'est que au moins 4 fois par mois, chose que je n'ai pas dit dans l'interrogatoire, 4 fois par mois, des douleurs épisodiques ou bien continues qui ne coïncident pas avec des événements, par exemple manger ou les menstruations. Et il n'y a pas de critères pour le syndrome de l'intestin irritable, il n'y a pas de critères pour la dyspepsie et il n'y a pas de critères pour la migraine abdominale. Et après avoir éliminé, c'est-à-dire les autres causes de douleur abdominale, vous n'avez rien retrouvé. D'accord? Et que ces douleurs, regardez, au moins 2 mois avant le diagnostic. Si vous avez ça dans l'interrogatoire, vous êtes tranquille, c'est une douleur abdominale fonctionnelle. D'accord? Et pas d'endoscopie, pas d'échographie, pas de glas, et l'enfant, il suffit de rassurer, peut-être d'améliorer peut-être le transit intestinal par des laxatifs, et peut-être donner par exemple un peu des anti, notamment de l'heptagile, et ça s'arrête là. D'accord? Alors la douleur fonctionnelle n'est pas une indication à l'endoscopie. Un autre test qui devrait être traité pour l'infection à Helicobacter pylori. Dépister et traiter, oui ou non? On dépiste et on traite. Il n'y a rien, mais on dépiste, c'est-à-dire on fait les sérologies, prélèvements, etc. Est-ce qu'il faut traiter ou pas? Deuxièmement, une maladie ulcéreuse, même des érosions, il faut traiter ou pas? Des douleurs abdominales, traiter ou pas? Un hélicobacter découvert lors d'une endoscopie, on a vu ça? C'est non. Petite taille? Non. Anémie par carence martiale? Oui ou non? Anémie par carence martiale réfractaire? Oui ou non? Un PTI chronique? Oui ou non? Non. Alors, donc ça veut dire, vous avez oui, c'est la réfractaire, ou là la maladie ulcéreuse. D'accord? Le PTI, non. PTIC. Oui? Oui ou non? Non. Voilà. Maladie ulcéreuse, oui. Carence martiale réfractaire peut être considérée, regardez. Peut être considérée après avoir fait une endoscopie. D'accord? Et PTI chronique, là aussi, peut être considéré. D'accord? Parce qu'il est incriminé dans le PTIC. Et dans les antécédents de cancer gastrique. Antécédent de cancer gastrique. Chez les parents. Ouais, justement, un antécédent de cancer gastrique peut être considéré. C'est-à-dire si on n'a pas c'est pas le traitement, mais il peut être considéré. De premier degré. Hein. Premier degré. Pardon? Je n'ai pas bien compris la question. Il devrait traiter après avoir diagnostiqué. Oui. Après endoscopie et prélèvement. Et après prélèvement. Bien sûr, la maladie ulcéreuse, comment vous la diagnostiquez? C'est
C'est l'endoscopie. PTIC avec atteinte digestive, c'est ça? Oui. Parce que là, quand vous voyez la petite taille, même la petite taille, si vous voyez, si vous vérifiez dans elle a été incriminée, l'hélicobactère a été incriminé dans les retards staturopondéraux, enfin, le retard statural. D'accord? Mais c'est pas. Par rapport à, c'est-à-dire, ça peut être écrit par rapport à l'anémie carentielle réfractaire. Pas l'anémie différentielle. D'accord? Parce que Mais c'est j'ai pas l'explication, mais si vous vérifiez, vous allez trouver que que la petite taille, le retard statural peut être secondaire à l'infection à Helicobacter pylori. D'accord? Il faut vérifier ça. Ok? L'anémie par carence martiale, non, mais quand elle est réfractaire, oui. C'est-à-dire on l'a traité et ça, il n'y a pas de résultat. Donc il faut vérifier. Et le PTIC, il faut le PTIC, c'est-à-dire chronique, hein, c'est pas le PTI, hein, PTIC, il faut, ça c'est dans les recommandations de l'ESGAN, Asgana, ça c'est, quand je mets ça, John et Hall, le journal de pédiatrie de gastronutrition 2017, c'est les recommandations, c'est les guidelines de la société européenne. Un autre cas, d'accord? C'est bien comme ça, une fille, 13 ans, douleur de siège épigastrique, parfois vomissement, pyrosis depuis plus de 6 mois. Ça c'est pas du fonctionnel. Hein. D'accord? Pourquoi? Regardez, altération de la qualité de vie, parents inquiets, absentéisme scolaire et stagnation du coût. D'accord? Ça c'est pas le fonctionnel. D'accord? Alors, voici c'est une gastrite nodulaire. D'accord? On a fait les prélèvements au niveau de l'estomac, 5 prélèvements. Et nous, quand on fait l'endoscopie, on fait des prélèvements des fois étagés. On fait le duodénum, l'estomac et puis même l'œsophage. D'accord? On profite, on vérifie tout. Alors, voici l'anapathe. Gastrite chronique. Bon, je vais regarder même. Muqueuse entrale, siège de lésion. Gastrite chronique à Helicobacter pylori. Ils mettent les 3 croix comme ça veut dire que c'est beaucoup. D'intensité modérée, d'activité modérée, d'atrophie légère et présence de agrégats lymphoïdes. Ok? On a fait des prélèvements muqueuse, diodénale. On a fait les prélèvements. Diodénite réaction, ça veut dire qu'il n'y a rien. On a le troisième flacon, prélèvement de bio-superintendance montre l'examen superficiel, un épithélium, on a fait même les prélèvements œsophagiens. Un épithélium œsophagien, hyperplasie. Simple. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Ok? Mais regardez les critères. Chronique, intensité modérée, activité modérée, atrophie légère ou avec donc c'est une gastrite qui est en activité. D'accord? Voici la classification de Sidney qu'il faut retenir. Il parle donc active, infiltrat, PNN ou PNE, non active, on a discuté de ça, superficielle, atrophique, folliculaire, métaplasie. Il faut faire sortir tout. Est-ce qu'il a parlé de la métaplasie? Absence de métaplasie. Voilà. Alors, absence de métaplasie, regarde. D'accord? De dysplasie, de néoplasie dans les limites de prélèvement. Ça veut dire que c'est un compte rendu quand même assez complet. Ok? Comment traiter? Vous avez une gastrite à Helicobacter pylori. C'est les recommandations. Un malade naïf de traitement, c'est la première fois qu'on voit, il n'a jamais reçu de traitement, il faut le considérer dans ce tableau. Eux, le
raisonnement تاعهم, c'est par rapport à l'antibiogramme. Nous, on n'a pas l'antibiogramme. D'accord? Ils mettent sensibilité clarithromycine, métronidazole. Qu'est-ce qu'ils donnent? IPP, amoxicilline, clarithromycine. Standard ou là, séquentiel. Et s'il est résistant à la clarithromycine ou sensible au métronidazole, on remplace, on met le métronidazole. S'il est résistant au métronidazole ou sensible à la clarithromycine, ils mettent le clarithromycine. S'il est résistant aux deux, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les doses. Forte dose d'IPP, amoxicilline, métronidazole, 14 jours. Ou là, le traitement bis-8, on n'a pas ça. Nous, on est dans cette cas. L'antibiogramme Mekesh, inconnu. Qu'est-ce qu'il faut? On utilise cette option. C'est forte dose d'IPP, forte dose d'amoxicilline et 14 jours ou le traitement incluant le bis-8. Quelles sont les doses de forte dose? On n'a pas Quoi? le bismuth, ما عندوش il n'a pas la haine. Alors la possibilité, si on est allergique à la pénicilline, ça veut dire l'amoxicilline, et qu'on est sensible au métronidazole, clarithromycine, on donne une trithérapie fiha métronidazole, clarithromycine, IPP. Ou là, si la souche elle est résistante à la clarithromycine et on est sensible à la pénicilline, on met le métronidazole, celle de bis-8 qu'on n'a pas, la tétracycline on a, et l'amoxicilline sera utilisée bien sûr à la place de l'amoxicilline, tétracycline à la place de l'amoxicilline chez les enfants de plus de 8 ans, et vous comprenez pourquoi 8 ans, d'accord? À cause des effets secondaires par rapport à l'émail dentaire, etc. Voici un tableau standard les médicaments. Ça c'est, vous le trouvez sur le... Alors IPP en fonction du poids, 10, 10, 25, 34, 20, 10, 35, 49, 20, 20, supérieur à 50 kg, 40, 20. L'amoxicilline aussi. Alors c'est les doses standards. Je vous donne un exemple. Un enfant qui pèse entre 15 et 24, on lui donne 500, 500. On lui donne du métronidazole 250, 250. Ou là, la clarithromycine 250, 250. Maintenant, si on est dans les fortes doses, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, avec l'enfant les 15-24, qu'on a natolo 500 au lieu de 750, au lieu de 750, c'est 1000. Et si on est supérieur à 35, au lieu de 1000, on est à 1500 pour l'amoxicilline, donc de forte dose. Hein. Ok? Maintenant, on a traité 14 jours. Il faut rester un mois sans traitement et vous allez recontrôler l'éradication. Est-ce que notre HP a disparu ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le contrôle? Après 4 à 8 semaines de traitement, soit on refait la fibro, l'endoscopie, parce que c'est des plaques. Alors, soit on fait le test respiratoire, ou là, on recherche l'antigène dans les selles par PCR. L'endoscopie, rarement, d'accord, sauf si ça fait 3 ou 4 ans, mais refaire une endoscopie juste pour recontrôler et qu'on n'a pas l'antibiogramme, c'est pas logique. Test respiratoire, des fois oui, des fois non, en fonction de l'âge. Si on a un enfant à partir de 7-8 ans qui peut respirer, etc., oui. Moins des enfants en bas âge, on ne peut pas faire le test. Et c'est en fonction de la disponibilité. Il y a des laboratoires qui ont le kit, il y a des laboratoires qui n'ont pas le kit. Vous n'avez pas le kit ici? Non. Il y a des laboratoires qui ont le kit, Ijibo, c'est à peu près... Donc ça c'est cher, 7000, 7500, 7000 dinars. Ils font le prélèvement et on nous dit test respiratoire positif, test respiratoire négatif. Troisièmement, la meilleure solution, c'est de demander un antigène dans les selles par la méthode de PCR. C'est la plus logique, avec un taux de sensibilité et de spécificité supérieur à 90%. Donc c'est un test comme un fiable. Si on vous dit il n'y a pas, ça veut dire l'éradication est réelle. D'accord? Alors, question. Échec de l'éradication, elle est due aux effets secondaires des médicaments non supportés
ou là, à la résistance de l'hélicobacter aux antibiotiques, ou là, à une mauvaise observance du traitement, ou là, toutes les réponses sont justes. Hein? Mauvaise observance. À la résistance. Ou là, les effets secondaires des médicaments non supportés. Eh bien, figurez-vous qu'il y a certains enfants, quand ils prennent de l'amoxicilline, il y a un glutrayel. Donc, traitement échec. Ils prennent la clarithromycine et trayel. Deuxièmement, oui, la résistance, ou là, la mauvaise observance, parce que les enfants, les médicaments, c'est pas. Donc, toutes les réponses sont justes. Ok? Donc, toutes les réponses sont justes. La conclusion. On a été un peu vite, d'accord? Normalement. Alors, la conclusion, c'est que le diagnostic de la gastrite repose sur l'histologie, primordiale. Donc, si on n'a pas l'histologie, on n'est pas en droit de parler d'une gastrite. Savoir discuter les diagnostics différentiels, il n'y a pas que l'Helicobacter pylori. Attention aux prescriptions abusives des inhibiteurs de la pompe à protons, et que la gastrite à Helicobacter pylori reste fréquente, mais toujours se référer aux recommandations. Toujours les recommandations. Oui, on traite pas. Voilà. Je vous remercie. Voilà.